Si on devait réduire la fiction du siècle dernier en un seul et même tableau, on y verrait sûrement des guerres, des héros, des super-héros et des futurs apocalyptiques. Mais surtout des merveilles de technologie, des choses qui fascinaient ou qui n'existaient pas encore. Au milieu des rouages brillants et des puces informatiques, une forme humaine, parfaite, puissante et intelligente. Très logiquement porté par le siècle des sciences, le robot devient le nouveau mythe. Mais plus que les démons ou autres créatures mystiques, il peut se permettre de jouer sur les prédictions plus que sur l'imagination. Car le robot se développe et évolue avec son époque et ses progrès. Au XXe siècle, le robot fascine, car d'une façon ou d'une autre, il est déjà là. Et si le Japon reste encore culturellement le pays de la robotique, c'est surtout parce que la démilitarisation a permis au pays d'investir dans la recherche et dans la technologie pendant de nombreuses années. Un rayonnement culturel soutenu par les auteurs et artistes japonais, qui ne se contentent pas de jouer les ambassadeurs, mais poussent aussi à remettre toujours en question cette évolution technologique. Entre 1952 et 1968, Osamu Tezuka fascine les lecteurs avec Astro Boy. Au travers du héros, beaucoup de lecteurs découvrent le concept du robot pour la première fois. Le manga marque alors le départ d'un lien très fort entre la culture japonaise et la robotique. Manga, films, jeux vidéo, le thème devient récurrent et les questions qu'il soulève sont presque toujours différentes. En 2003, Naoki Urasawa étonne en reprenant une partie de l'œuvre de Tezuka. Avec Pluto, l'auteur explore à nouveau le concept du robot, mais cette fois, le manga est dessiné après 50 ans d'évolution technologique. Et si les codes du médium ont pu évoluer, il est aussi évident que la vision du robot, du cyborg ou de l'androïde n'est plus la même que dans les années 50. La peur et la fascination ont laissé place au doute et au besoin, et les histoires poussent la robotique toujours plus loin que la science elle-même. Et si, au travers d'une adaptation, le manga deviendrait alors le témoin d'un mythe et d'une culture populaire qui n'ont cessé de se métamorphoser pendant plus d'un siècle. On pourrait très facilement faire un simple listing des différences entre Astro Boy et Pluto, et ainsi faire des hypothèses sur les choix scénaristiques. Mais essayons d'aller plus loin. Si pour comprendre l'évolution d'une œuvre, il faut comprendre son auteur, pour analyser une adaptation après 50 ans d'évolution culturelle, un retour en arrière s'impose. Au début des années 50, alors qu'Astro Boy commence tout juste à être édité, la science n'est pas forcément synonyme de progrès, et la plupart des dernières grandes avancées scientifiques sont avant tout d'ordre militaire. Talkie-walkie, bombe à neutrons, réacteurs nucléaires, le fait que la technologie puisse se mettre au service du civil n'est pas une idée totalement répandue pour les premiers lecteurs japonais d'Osamu Tezuka. Au travers de son manga, il découvre des voitures glissantes, des trains à très grande vitesse et autres systèmes de communication perfectionnés. Autant de promesses technologiques qu'on ne leur avait jamais encore faites. Mais au milieu de toutes ces prouesses d'anticipation, c'est bel et bien le héros lui-même qui va émerveiller le lecteur. Le robot est présenté comme une évolution lointaine, mais logique. En faisant oublier les horreurs technologiques de la décennie précédente, il devient le symbole d'un pays qui se relève et questionne la science au lieu de la blâmer. Cette idée de différencier les actes de leurs commanditaires se retrouvera souvent dans Astro Boy. Dans Le robot le plus fort du monde, le chapitre qui donnera naissance à Pluto, les 7 robots les plus puissants jamais créés sont attaqués par un seul d'entre eux. Mais ici, le mal vient avant tout de l'homme, et de l'homme seul. À aucun moment l'être humain n'est menacé par les robots, respectant par là même les lois de la robotique établies par Isaac Asimov plusieurs années auparavant. La peur n'est pas créée par la technologie ou le robot, mais par celui qui s'en sert. Mais cet optimisme scientifique de la part des auteurs va peu à peu s'effacer, et au cours du XXe siècle, la science bienfaisante et salutaire d'Asimov devient trompeuse et malfaisante entre les mains de Philippe K. Dick. Une insouciance noyée par le siècle des guerres où la technologie sert avant tout à ne pas rater sa cible. Et même si Pluto se basera sur un futur proche de la vision optimiste d'Asimov, l'intrigue malsaine va s'inspirer des événements géopolitiques plus récents. Le récit de Naoki Urasawa repose sur une guerre ayant éclaté entre la Fédération occidentale et le royaume de Perse, après que celui-ci ait été accusé de cacher des robots de destruction massive. Sans même prendre les gants de la métaphore, le manga fait alors la critique claire de la guerre en Irak de 2003 et de la politique internationale américaine. Mais ici, Urasawa se sert de la robotique pour asseoir cette critique, là où Tezuka s'en éloignait le plus possible en questionnant la science et la science seule. Dans Pluto, un paradoxe s'installe alors entre cette vision militaire du robot, obéissant mais dangereux,
et les questionnements que l'auteur soulève sur les merveilles de l'intelligence artificielle, mêlant ainsi les différentes visions littéraires du XXe siècle. Il reste évident que les deux mangas soient liés à leur époque respective, mais au-delà des influences sociales et politiques, la vision du robot semble tout de même différer entre les deux œuvres. En tant qu'adaptation d'Astro Boy, Pluto ne se contente pas de remettre le récit au goût du jour. Le manga rattrape aussi un demi-siècle d'opinion et de ressenti envers cette technologie. Dans le robot le plus fort du monde, les batailles entre les robots n'impliquent jamais d'êtres humains. Le lecteur ne ressent alors aucun danger lorsqu'il s'identifie au personnage, et cette distance permet alors de le mettre au simple rang d'observateur. Et au travers de son œuvre, Tezuka le laisse avoir une opinion détachée sur les événements. Le robot est alors jugé comme un symbole de technologie, et les questions sur celle-ci sont alors posées de manière évidente. Dans Pluto, Urasawa présente les choses différemment. Dès le début du récit, on apprend l'existence de robots capables de s'attaquer aux humains. Ici, le récit pousse le lecteur à réfléchir alors sur les conséquences de la robotique, plus que sur la robotique elle-même. Après des décennies d'évolution technologique, l'idée n'est plus de connaître les éventuels bienfaits de la science au travers du robot, mais plutôt de poser des questions plus profondes sur l'éthique scientifique que l'image du robot soulève. Dans Pluto, le lecteur n'est plus observateur, mais acteur d'une problématique ancrée dans son époque, comme l'étaient, pour d'autres raisons, les lecteurs d'Astro Boy dans les années 50. Le personnage d'Astro lui-même va confirmer cette idée. Héros emblématique du manga de Tezuka, Urasawa, lui, le présente comme un personnage secondaire. Et alors que le premier récit joue sur sa puissance gigantesque, le second mettra surtout l'accent sur la perfection de son intelligence artificielle. Les deux traits devenant, dans leurs scénarios respectifs, une menace potentielle. Au travers de Pluto, le mangaka nous fait comprendre que les limites et les risques de la technologie ne se mesurent plus à la puissance des explosions, reflétant ainsi un monde où nous avons presque oublié la présence d'ogives nucléaires pour vivre dans la peur des virus informatiques ou des intelligences artificielles malveillantes. Tout comme d'autres auteurs, avec Pluto, Naoki Urasawa ne questionne plus la technologie sur ce qu'elle peut offrir, mais plutôt sur les conséquences qu'elle peut avoir. Mais c'est au travers de son propre médium que l'évolution va pouvoir se faire. En utilisant les codes que le manga a forgés pendant plus d'un demi-siècle, Pluto peut enfin décrire cette vision de la robotique devenue plus mature. Il est connu qu'Osamu Tezuka a su retranscrire les codes du cinéma vers le manga pour dynamiser ses récits, faisant de lui un des piliers de son art. Mais même après sa mort, le médium a continué d'évoluer, en même temps que celui dont il s'inspire. Urasawa s'inspire alors de son maître à penser. En utilisant d'autres procédés cinématographiques, il dessine l'intelligence artificielle dans ce qu'elle a de plus troublante. Dans le scénario comme dans la forme, Urasawa brouille le lecteur en présentant des robots doués de sentiments. Moment de silence, gros plan, au travers du découpage des cases, les robots se voient attribuer des émotions, quitte à casser les codes de la bande dessinée. Un plan serré sur un robot et celui-ci devient triste, une case représentant le cadavre d'un autre, et le lecteur comprend le deuil des personnages. Cette mise en page pesante laisse le lecteur perplexe quant à la place du robot dans l'univers décrit. Si à l'époque d'Astro Boy on rêvait encore des robots pratiques et puissants, dans Pluto, leur utilité ne fait plus aucun doute. À la façon des écrivains de science-fiction, Urasawa se demande ce qui peut encore définir l'être humain, si les robots sont aussi capables de chagrin et d'empathie. Après 50 ans d'évolution culturelle, politique et technologique, Urasawa ne se contente pas de reprendre le récit de Tezuka. En s'inspirant du cinéma et de la littérature du XXe siècle, Pluto répond aussi à une vision de la robotique qui a évolué pour les artistes, mais aussi pour les lecteurs. Et cette nouvelle image du robot, le mangaka s'en sert pour appuyer une critique évidente de la politique internationale. Et c'est bien là le rôle d'une adaptation. Personne ne peut critiquer Pluto pour son respect envers l'œuvre d'origine, car les deux mangas répondent à des problématiques ancrées dans leur époque respective. Au travers de son manga, Naoki Urasawa prouve qu'il est parfois absurde de juger la fidélité d'une adaptation. Tout comme dans le monde du comics, le thème ou le scénario se doit d'évoluer pour répondre à des changements sociaux et culturels. Une pratique qui n'est encore que trop peu présente dans l'édition du manga, mais qui pourrait pourtant pousser le médium vers une toute nouvelle étape.